nombreux chercheurs français se sont intéressés aux Amériques. Quand on pense au XXe siècle, on pense au géographe Pierre Monbec, on pense à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui se sont intéressés à l'Amérique latine. Pour ce qui concerne les États-Unis, on pense au philosophe Jean-Paul Sartre et on pense au géographe Jean Gottman qui s'est plus précisément intéressé à la mégalopole de New York qui s'étend de Boston au nord jusqu'à Washington DC au sud. Alors en fait, Sartre s'est rendu aux États-Unis en 1945 et il a visité de nombreuses grandes villes américaines, sur la côte est comme Boston ou encore sur la côte ouest comme New York et Los Angeles. Il a même visité des petites villes comme Fontana, localisée dans l'État du Tennessee, à proximité du barrage hydraulique de la Tennessee Valley Authority. Alors, les textes de Sartre ont paru sous la forme d'articles dans le Figaro en avril 1945 et ils ont été réunis dans l'ouvrage Situation 2, paru en 2012 chez Gallimard. Ces textes sur les villes d'Amérique représentent 14 pages. Alors, l'intérêt de Sartre et de son texte sur les villes d'Amérique, c'est en fait le caractère contemporain et la pertinence de ses analyses pour le début du XXIe siècle. Alors, dans le texte sur les villes des Amériques, Sartre n'inclut pas New York. Alors, cela s'explique en partie du fait qu'il s'est rendu à New York plus tard dans l'année en 1945. Mais différencier New York des autres villes américaines, cela peut être perçu comme un trait de génie, parce que les Américains font la distinction entre New York, la ville économique par excellence, de Washington, la capitale politique, des autres villes américaines. Et avec la globalisation, New York représente, comme l'a indiqué Saskia Sassen dans ses travaux, la ville globale par excellence, parce que c'est là où se concentrent les capacités d'invention dans l'ingénierie financière, à l'heure de l'universalisation du capitalisme et de sa financiarisation, ce qui permet à l'économie globale de fonctionner. Alors, la pertinence du texte de Sartre, c'est qu'en fait, il aborde les villes des États-Unis sous un regard comparatif. Il prend distance par rapport aux villes américaines et il les compare aux villes européennes. Et on pense notamment au traité sur la ville européenne dans l'histoire européenne de Leonardo Bellivolo, qui a été préfacé par Jacques Le Goff en 1996. Et Sartre écrit « La cité, pour nous, est un passé, pour eux, c'est un avenir. » Plus loin, dans le texte sur New York, ville coloniale, « Les mythes des Américains ne sont pas les nôtres, et la cité américaine n'est pas la nôtre. Elle n'a ni la même nature, ni les mêmes fonctions. Et pourtant, on les aime. » En fait, il y a 3 thématiques évoquées par Sartre qui sont d'actualité aujourd'hui dans le débat scientifique américain. Il s'agit de l'étalement urbain, du mythe de la maison individuelle et des aspects micros de l'urbanisme comme la rue, le bloc et le trottoir. Alors, en ce qui concerne l'étalement urbain, c'est un terme qu'on utilise depuis une vingtaine d'années pour qualifier le développement urbain sur des dizaines de kilomètres au-delà du Financial District. Et ce développement urbain est généralement de faible densité parce qu'il est organisé autour de la maison individuelle et du jardin. Alors, Sartre et ce développement urbain sous forme d'étalement urbain est aujourd'hui critiqué par les tenants du développement durable. Alors, Sartre n'utilise pas le terme étalement urbain, mais par contre, il utilise des expressions comme la ville en long, le glissement de la ville, le paysage mouvement ou encore la vitesse du changement. Et dans le cas de Los Angeles, il n'hésite pas à avoir recours à des métaphores de sciences naturelles. Alors, dans le texte sur New York, Sartre écrit « Céline disait de New York c'est une ville verticale, c'est vrai,
mais elle m'a paru d'abord comme une ville en long. Aujourd'hui encore, je dirais que cette longueur, cette horizontalité de la ville américaine qu'il faut retenir plutôt que la verticalité que l'on retrouve dans les villes asiatiques et dans les villes en Amérique latine. Sartre explique le dynamisme de l'étalement en faisant référence à la rotation du cycle immobilier parallèlement à l'ascension sociale des ménages américains. Et il est vrai qu'aux États-Unis, on dit aujourd'hui « When you are moving up the social ladder, you are moving further out ». Au fur et à mesure que vous grimpez l'échelle sociale, vous vous déplacez encore plus loin du centre-ville. Alors, Sartre insiste sur le caractère instable et mouvant de la ville américaine pour mieux l'opposer effectivement aux villes européennes. Il écrit « Le résultat, une ville de là-bas est pour ses habitants un paysage mouvant, tandis que pour nous, nos cités sont des coquilles. » Sartre indique la vitesse du changement par rapport aux habitants et il écrit « Les villes américaines changent plus vite que leurs habitants et ce sont eux qui leur survivent. » Plus loin, « La ville pour nous, c'est surtout un passé, pour eux, c'est d'abord un avenir. Ce qu'ils aiment en elle, c'est tout ce qu'elle n'est pas encore et tout ce qu'elle peut être. » Quant à Los Angeles, il évoque l'étalement urbain en ayant recours à des métaphores de sciences naturelles et il écrit « Ces cités tirées au cordeau n'offrent pas trace d'organisation. Beaucoup d'entre elles ont la structure rudimentaire d'un polypied. Los Angeles en particulier ressemble à un gros ver de terre qu'on pourrait couper en 20 tronçons sans le tuer. Si vous parcourez cette énorme agglomération, probablement la plus grande au monde, vous rencontrerez successivement 20 villes juxtaposées, rigoureusement identiques les unes aux autres. Et vous aurez l'impression qu'un centre urbain de taille moyenne s'est reproduit à 20 exemplaires par sissiparité. Alors, les visiteurs qui parcourent les villes aux États-Unis peuvent faire la remarque de Sartre sur la maison individuelle. Sartre écrit « Quelles sont les impressions d'un Européen lorsqu'il débarque dans une cité américaine ? D'abord, il se dit qu'on lui a monté le coup. On ne lui parlait que de gratte-ciel, on lui présentait New York, Chicago comme des villes debout. Or, son premier sentiment, au contraire, est que la hauteur moyenne d'une ville des États-Unis est très sensiblement inférieure à celle d'une ville française. » Plus loin, à New York, à Chicago même, le gratte-ciel est chez lui. Il impose un ordre nouveau à la ville, mais partout ailleurs, il est déplacé. L'œil ne peut établir aucune unité entre ces grandes asperges et les maisonnettes qui courent au ras du sol. Il cherche malgré lui cette ligne si bien connue dans les villes européennes, la ligne des toits, et il ne la trouve pas. Plus loin, enfin l'Américain moyen est hanté par l'image de la maison individuelle pour laquelle on fait une publicité considérable, qui sera, nous dit-on, 100 fois plus confortable que les habitats d'aujourd'hui, et dont la construction par quantité massive entre certainement dans les projets de conversion industrielle qui prennent naissance un peu partout en ce moment. Je terminerai cette remarque sur la thématique de la maison individuelle par l'interprétation que donne Sartre à cette maison individuelle. Il écrit « Et rien n'est plus saisissant, d'abord, que le contraste entre la formidable puissance, l'abondance inépuisable de ce qu'on nomme le colosse américain et l'insignifiance chétive de ces maisonnettes qui bordent les routes les plus larges du monde. Mais rien ne marque mieux à la réflexion que l'Amérique n'est pas faite, que ses idées, ses projets, sa structure sociale et ses villes n'ont qu'une réalité strictement provisoire. » Et cette interprétation de Sartre qui met l'accent sur le caractère provisoire illustre bien les débats en cours aujourd'hui aux États-Unis à la suite de la crise des subprimes. En effet, il est de plus en plus question de refaçonner, redessiner la banlieue américaine
en la densifiant et en la rendant moins hostile aux piétons. On parle aujourd'hui du New Urbanisme, du Green Urbanisme, du Walkable Urbanisme, et tous ces mouvements ont pour objectif de transformer la banlieue américaine. On pense également à l'ouvrage d'Anne Forsyth, publié il y a quelques années, qui s'intitule « Reforming Suburbia », ce qui montre bien l'idée d'un changement dans les banlieues américaines. Alors, Sartre évoque le trottoir et la pelouse, ainsi que d'autres caractéristiques de la ville américaine, plus exactement de la rue, pour souligner les spécificités des villes américaines par rapport aux villes européennes. Alors, il note notamment combien, dans les quartiers riches, l'espace du trottoir est tout compte fait assez limité en raison de l'importance accordée à la pelouse. Il écrit « J'ai constaté dans certaines villes une véritable atrophie des trottoirs. À Los Angeles, par exemple, sur l'avenue La Ciénega, bordée de bars, de théâtres, de restaurants, d'antiquaires et de résidences privées, depuis les façades jusqu'à la chaussée de cette avenue de luxe, on a semé du gazon. J'ai suivi longtemps un étroit sentier entre les pelouses, sans rencontrer âme qui vive, pendant que les autos sillonnaient la route. » Pour Sartre, la rue est dissociée de l'idée d'espace public dans la ville américaine. Elle est dissociée de la flânerie et de la marche à pied. Il fait également allusion au caractère rectiligne et infini de la rue. Il écrit « L'Européen a tort de visiter les villes américaines comme on visite Paris ou Venise. Elles ne sont pas faites pour cela. Les rues n'ont pas ici la même signification que les nôtres. En Europe, une rue est intermédiaire entre le chemin de la grande communication et le lieu public couvert. Elle est de plein pied avec les cafés, comme le prouve l'usage de la terrasse que ceux-ci poussent sur le trottoir au beau jour. La rue américaine est un tronçon de grande route. Elle s'étend parfois sur plusieurs kilomètres. Elle n'incite pas à la promenade. Les nôtres sont obliques, tortueuses, pleine de replis et de secrets. Elle sait une ligne droite, elle se livre tout d'un coup, elle est sans mystère, où qu'on soit placé, on la voit d'un bout à l'autre. On peut formuler deux critiques à l'égard du texte de Sartre. Il n'a utilisé ni le terme banlieue, ni celui de ségrégation. Alors qu'on sait que, pour ce qui concerne la banlieue, les États-Unis ont fait de la banlieue résidentielle le cadre privilégié de la famille américaine dès le XIXe siècle, et l'État américain a mis au point des outils juridiques et financiers pour permettre à la majorité des Américains de s'installer dans la banlieue. Donc, en 1990, on a d'ailleurs parlé des États-Unis comme d'une nation suburbaine, parce que la majorité des habitants des États-Unis vivaient en banlieue. On peut aussi regretter la non-référence au terme de ségrégation sociale, ségrégation raciale dans les villes américaines. Mais Sartre a parlé du racisme. Alors, en lisant ce texte où il note le racisme américain à l'égard notamment des Noirs, on peut noter l'avancée des États-Unis pour ce qui concerne l'émancipation des Noirs. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on se réfère aux grandes villes américaines, on parle de villes majority minority cities, c'est-à-dire des villes où aucun groupe ethnique ou aucun groupe racial ne représente la majorité. Et bien entendu, quand on pense au président Obama, il représente la figure symbolique par excellence de l'émancipation des Noirs dans la ville américaine. À partir de ce regard comparatif sur les villes européennes, Sartre en déduit que les villes américaines se ressemblent pour trois raisons. Elles expriment un air de provisoire, elles reflètent l'immensité de l'espace géographique qui les entoure, et elle véhicule un sentiment de liberté et une ouverture au monde. Il écrit « Provisoire et fragile,
Informes, inachevées, elles sont hantées par la présence de l'immense espace géographique qui les entoure. Plus loin, sans doute elles se ressemblent toutes, et c'est une déception quand vous arrivez à Wichita, à Saint-Louis, à Albuquerque, à Memphis, de constater que derrière ces noms magnifiques et prometteurs se cache la même cité standard, en damier, avec les mêmes feux rouges et verts qui règlent la circulation et le même air provincial. Plus loin, et puis on finit par aimer ce qu'elles ont en commun, cet air de provisoire.